Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business, votre programme hebdomadaire économique qui se consacre justement aux questions liées à l'économie dans le continent africain. Et pour cette fois-ci, nous poserons la question de savoir comment ériger l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est et les produits issus de ces deux régions en destination de qualité et de choix pour les différents investisseurs dans le but d'accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Des questions et bien d'autres auxquelles vont répondre nos différents invités de cette nouvelle édition d'Afro-Business. Ce sera en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, nous plantons le décor de cette session ouverte il y a juste quelques jours du côté de Bujumbura au Burundi, au cours de laquelle il a été question de trouver des voies et moyens de faire de l'Afrique centrale et de l'Est des destinations clés en vue de développer les différents investissements et surtout l'économie de ces différentes parties de l'Afrique. Je dis que la situation de la qualité en Afrique centrale et en Afrique de l'Est a des disparités. Ça veut dire que tout le monde n'est pas au même niveau. Je crois que la visée de l'UNECA ici, c'est que nous sommes, parce que la ZLECAf est une première étape de l'agenda, la finalité est de parvenir à un marché commun africain. C'est 1,3 milliard, ça sera un des plus grands marchés du monde. Parce que c'est le nombre, le volume des acheteurs, des gens qui peuvent faire des transactions, qui est marqué dans ce cadre-là. Donc, ces disparités n'amènent pas à faire véritablement le commerce. Si vous prenez les disparités entre un pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, la RCA, par exemple le Rwanda qui est au niveau moyen, donc vous allez voir que ces disparités montrent que les types de référentiels en termes de normalisation sont différents. Dans un même marché, vous devez avoir un référentiel de normalisation qui est à peu près commun. Donc c'est pour ça que nous avons proposé, là, compte tenu de ces disparités-là, s'il y a certains qui ne voulaient pas qu'on dise que l'Afrique centrale est en retard, l'Afrique centrale est effectivement en retard. Pourtant, elle avait eu de l'avance. Première chose, la première leçon à tirer, c'est que ce n'est pas seulement théorique de dire que la qualité est un processus où on doit s'améliorer continuellement. On ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui avaient une bonne note. Moi, j'avais fait une première évaluation en 2013. L'UNIDO a fait une évaluation en 2015. Vous voyez des gens qui avaient des bonnes positions, certains ont perdu leur position. Les rares pays qui sont restés stables, c'est par exemple l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on voudrait pour que le marché fonctionne avec les mêmes conditions. Ça veut dire que le marché africain leur permettra déjà d'échanger de manière fluide. Ils pourront échanger entre eux-mêmes. Ça, c'est la première question. Maintenant, compte tenu de ces gaps constatés, l'autre solution est de proposer. Il y a déjà ce qu'on appelle une normalisation que je peux appeler institutionnelle, avec les institutions panafricaines qui existent déjà. Ils font bien leur boulot pour la participation au comité, pour qu'ils vivent ce que le monde demande, les autres grands marchés peuvent demander à travers le monde. C'est déjà bien. Mais c'est de leur permettre aussi, entre les pays africains, de se connaître. Si vous-même vous situez, par exemple, dans les différents cadrans que j'ai donnés, j'en ai donné 3. Le quatrième étant celui qui est à la base. Donc, si nous le prenons comme le cadran 1, c'est que chaque pays puisse terminer son diagnostic en se disant « je peux me situer dans quel cadran ?» Et ça ferait que, comme il y a la session numéro 7 qui va passer au 3e jour, chaque pays, reconnaissant déjà son cadran, peut aller influer sur les éléments de politique, soit en termes de coopération, soit en termes d'infrastructure qualité. Ça, c'était ça la visée. La visée n'est pas seulement de venir donner, de dire que le résultat des pays de l'Afrique se présente de telle manière, mais la visée est de leur faire prendre conscience, de savoir que même quand on sera bien en métrologie ou en accréditation, si on dort sur ses lauriers, on peut perdre le rang qu'on a eu. Et de deux, que les questions de qualité ne sont pas des questions où on dit des questions de financement. Qu'on cherche un financeur, ça veut dire si vous vous inscrivez dans cette logique, les budgets de nos États, si c'est institutionnel, ou bien nos entreprises, doivent rentrer dans cette logique, avoir une base statistique tous les ans pour savoir les points sur lesquels
on doit personnellement s'améliorer. Et de donner les produits sur lesquels, parce que la notion de chaîne de valeur est une notion de coopération. Donner donc les produits à partir desquels ils peuvent échanger. Et l'Union africaine demande que ce soit d'abord certains produits phares qu'ils ont, qu'ils ne transformaient pas jusque-là, qu'ils vendaient en état brut, de commencer donc l'industrialisation à partir de ça. Vous avez vu dans les réactions, les gens réagissent en disant que ce serait difficile parce qu'il y a déjà des accords. Dans une stratégie, c'est pour ça que j'ai parlé de la question du leadership. Donc on va aller petit à petit en modifiant un peu jusqu'à ce que ces pays vont se retrouver dans le rang des champions. Et maintenant, on leur demandait donc d'aller aussi dans la coopération en face avec ceux qui font déjà. L'Indonésie était dans la même condition que nous hier, le Vietnam, la Malaisie. Mais ces pays sont déjà des meilleurs pays aujourd'hui. Et maintenant, quand vous coopérez avec eux, ce qui est important, c'est le développement, les devises qui rentrent dans votre pays. Le produit du Cameroun peut même passer, mais en portant le label de la Malaisie ou bien de l'Indonésie. Et lui sera vendu parce qu'on sait déjà que les produits indonésiens sont compétitifs dans le monde. La qualité, telle que je le disais là, vous voyez, il y a un exemple qui dit dans la Mésopotamie, c'est-à-dire les premières civilisations du monde. Mais on avait déjà un souci de qualité. Celui qui montait mal un mur, ils avaient même des exigences, on coupait son bras. Parce qu'on avait un souci de la qualité. Mais la qualité, chacun peut définir ça comme il veut. Mais la qualité nous donne les clés d'accès pour entrer dans les grands marchés mondiaux. Ceux qui rentrent dans l'accord, par exemple de l'AGOA avec les États-Unis, ils ont des conditions que les Américains posent là-bas. Si vous allez dans le marché chinois, il y a des conditions que la Chine demande. Mais ça dépend des produits. Ils sont peut-être un peu plus souples, quel que soit le marché. D'ailleurs, dans l'étude que j'ai rendue, j'ai comparé les champions de ces grands marchés, la Chine, l'Allemagne en Europe et les États-Unis. Et vous allez voir que chacun, au-delà des normes, comme je l'ai dit là, parce que la norme est d'essence libre. Mais si vous ne faites pas, vous pouvez être sanctionné par les consommateurs. C'est pour ça qu'on demande leur culture, pour qu'ils soient cultivés, pour qu'ils sachent des choses, parce que leur rejet est une sanction. Mais au-delà, les pays s'entourent de mettre des règlements. Les règlements, ils ont une force coercitive qui peuvent amener, on peut vous sanctionner, vous pouvez même aller en prison et tout ça, perdre votre liberté. Donc la question de la norme devient la clé. Ce n'est pas, on ne vend pas une qualité sur un marché, mais c'est un produit qu'on vend ou un service, mais qui porte le facteur qualité. La qualité est un facteur et c'est par là donc que ça vient booster, mais ça a aussi un coût, effectivement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que les organisations paysannes et leurs membres, qui sont les producteurs d'une manière générale, sont en train de travailler aujourd'hui à moderniser l'agriculture paysanne. Et donc, moderniser l'agriculture paysanne, ça fait appel aussi à la qualité. Parce que les producteurs ont compris qu'il faut avoir une qualité de produit pour être sur le marché et pour concurrencer aussi les autres sur le marché. Et donc, c'est cette dynamique aujourd'hui qui anime, c'est cette vision aujourd'hui qui anime les producteurs africains. Et ils ne veulent plus rester à l'état embryonnaire, à l'état où ils étaient. Ils sont en train aujourd'hui d'évoluer et d'ailleurs nous sommes en train de rechercher des partenariats pour moderniser donc les systèmes de la production agricole africaine aujourd'hui à travers la PAFO, la PROPAC et les partenaires qui essayent de nous encourager, de nous aider tels que les FIDA, la FAO et bien d'autres partenaires et notamment la CEA qui nous invite ici aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les procédures de qualité. Et donc nous avons quand même pris de l'avance sur cela et nous pensons que c'est très important. La qualité pour nous, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui d'être vraiment très professionnels et de produire beaucoup. Quand on parle même de la qualité aujourd'hui, ce n'est pas seulement la production de qualité, mais aussi augmenter la production, parce que pour nous, on pense que nous ne pouvons plus accepter, parce que nous avons les terres, des bonnes terres notamment, nous avons de l'eau et nous avons le soleil, l'énergie que nous pouvons même utiliser pour produire.
Et donc pour nous, je pense que la qualité reste pour nous aujourd'hui un objectif à atteindre par tous les petits producteurs. Donc nous apprécions ça et nous pensons que qu'il faut qu'on change nos outils de travail, qu'on change notre système de travail, qu'on change la façon d'utiliser nos produits, hein, les produits pour nous permettre de produire. Parce que certains produits que nous mettons sur le marché aujourd'hui, nous ne les connaissons pas très bien, bien que nous les produisons. Quelquefois, on les produit avec des pesticides, des herbicides, et ça détruit complètement non seulement la qualité de l'alimentation, mais ça détruit aussi notre sol. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il va falloir donc essayer de travailler sur l'ensemble du segment de la production pour bien produire et présenter un produit de qualité sur le marché. Même le dernier paysan, le dernier producteur à la base comprend cela. Ce n'est même pas une question de politique ici. C'est une question de réalisme. Et pour comprendre ça, la guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de l'Afrique, une guerre là-bas nous cause des problèmes. Ça veut dire que nos politiques ont échoué, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous dépendons totalement de l'extérieur alors que nous avons des bonnes terres ici, nous avons de l'eau, comme je le disais, nous avons de l'énergie, nous avons des hommes. L'Afrique est jeune encore, mais ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il va falloir réfléchir sur cela. Et donc les politiques, pour nous, doivent revoir les copies. Les gouvernements doivent revoir les copies de leurs politiques. Parce que ça ne tient pas. Et c'est pour cette raison, vous voyez même pour le Covid-19, pour nous, ça ne nous dit rien, absolument rien. On va aller en milieu rural. Pour les producteurs, ils pensent que c'est une invention de quelque part. Vous voyez? Et donc, nous avons aussi des guerres ici chez nous, mais qui ne nous ont jamais empêchés de travailler. Donc, nous avons, disons, la matière première ici pour produire de l'engrais. Nos terres peuvent produire le blé que tout le monde croit que c'est quelque chose qui ne peut pas être produit ailleurs. Nos terres, nous avons d'ailleurs tenu une rencontre à Douala récemment avec tous les chercheurs de l'Afrique centrale. Nous leur avons demandé deux choses. La première, c'est de savoir est-ce qu'on peut fabriquer le pain avec d'autres produits à part le blé. Ils nous ont prouvé par A plus B que c'est possible. Et d'ailleurs, avec le manioc, le maïs, tout ça, on produit bien du pain avec ces produits-là. La deuxième question qui leur avait été posée, je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des variétés de semences de blé qui peuvent se produire ici en Afrique centrale? Ils ont dit oui. Au Cameroun, il y en a plus de 42 variétés. Donc nous avons dit alors, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe finalement? Alors du coup, quand tu as les réponses à toutes ces questions-là, tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que soit la volonté politique n'y est pas, soit les gens ont peur de produire pour concurrencer les Occidentaux, soit ils n'ont pas la ressource humaine nécessaire pour vulgariser ce système, ou bien ils n'ont pas les moyens financiers pour atteindre les producteurs à la base. Donc voilà pourquoi nous on pense que la guerre russo-ukrainienne, ça reste pour eux là-bas. Notre défi, c'est de produire sur nos sols avec les moyens que nous avons. Nos enfants sont déjà grands, ils peuvent travailler et il nous faut simplement avoir des matériels et des intrants capables de nous aider à produire. Voilà un peu ce que nous autres nous pensons. Et puis, cela ne peut pas se faire sans une politique agricole forte qui tiendrait compte de toutes ces dimensions-là. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps, il faut un environnement politique favorable au développement de notre agriculture. Et de deux, les agriculteurs, aujourd'hui, comme je le disais, ont une vision, c'est d'arriver à une agriculture paysanne entreprenante qui assure les fonctions économiques, sociales et écologiques. Donc, nous pensons que, d'ailleurs, ce que nous faisons déjà, et nous demandons aux partenaires de nous accompagner
dans ce processus de modernisation d'entrepreneuriat agricole dans le secteur rural. Et donc pour nous, le marché de 1,4 milliard d'habitants, pour nous ici, c'est vraiment, c'est déjà la ressource en fait, qui peut déjà consommer tout ce que nous allons produire. Mais je vous dis que les terres africaines restent aujourd'hui, représentent plus de 60% des terres arabes dans le monde. Et donc du coup, nous allons donc nous préparer avec l'appui de nos partenaires comme la CA, de nous aider, de nous accompagner à faire de telle sorte que nous puissions produire aussi bien pour l'Afrique, mais conquérir aussi l'extérieur, produire pour les autres aussi. C'est ça notre vision. Le marché, pour nous, c'est déjà un acquis. Mais il va falloir maintenant voir comment on peut produire d'abord pour se nourrir ici, mais comment exporter et conquérir les autres marchés, aider les autres à se nourrir aussi. Nous ne pouvons pas rester toujours parce que nous avons des choses qui viennent de l'extérieur, ça les enrichit de l'autre côté. Mais nous, on pense qu'il faut qu'on nous accompagne. Nous avons déjà une vision dans ce sens-là, c'est de moderniser notre agriculture, renforcer notre manière de voir. Hein. Et puis aussi, nous sommes en train de nous battre pour que les politiques agricoles changent un peu. Les politiques agricoles doivent être au niveau du défi que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc, pour nous, nous avons des plans dans nos organisations, des plans de développement, les plans stratégiques qui nous permettent d'aller dans ce sens-là, au niveau de la PAFO, au niveau des 5 réseaux, l'Europa, la Propac, l'UMNAGRI en Afrique au Maghreb, EAF en Afrique de l'Est et aussi SACAO en Afrique du Sud. Donc pour nous, on a déjà cette vision commune pour construire une stratégie et pour aller dans le sens de renforcer la productivité dans nos ménages agricoles. Je crois que la session sur la qualité, l'infrastructure de qualité a vraiment porté les résultats qu'on attendait d'elle. On attendait un dialogue franc et inclusif avec le secteur privé, au-delà du secteur privé, avec le monde paysan, les petites et moyennes entreprises, sachant que la grande production qui concerne le commerce intra-régional et alimentaire, on voulait étendre cette discussion à l'économie rurale, mais aussi souligner la nature, la dimension genre du débat sur la qualité. Et je crois que les discussions que nous avons eues cet après-midi ont tenu la promesse. Entre autres points saillants qui ont émergé de ces discussions, c'est d'abord la nécessité de promouvoir un dialogue public et privé pour pouvoir porter la question de l'infrastructure qualité. Le diagnostic a été bien parlant. L'Afrique centrale particulièrement est en retard sur beaucoup d'indicateurs liés à l'infrastructure qualité. Et sachant que l'absence de la qualité ou la faiblesse de la qualité a un coût. Un coût en termes de faible compétitivité, faible accès au marché, nous ne pouvons pas attendre. Il faut lancer le processus politique pour développer l'écosystème pour la qualité en Afrique centrale. Et pour cela, il faut, comme je l'ai dit d'abord, engager le dialogue transsectoriel qui permet de parler aux chaînes de valeur et à leurs acteurs pour qu'ils puissent comprendre la nécessité, l'importance et l'actualité, l'urgence de développer l'infrastructure qualité. Deuxième élément, c'est renforcer les capacités de nos infrastructures, notamment les laboratoires, pour pouvoir certifier et accréditer les produits de nos acteurs économiques, et notamment les petites et moyennes entreprises. Ces entreprises disent que la qualité a un coût, la qualité coûte cher. Il faut être innovant, trouver des mécanismes qui permettent en sorte qu'ils puissent avoir accès aux labos d'accréditation à faible coût. Et en fin de compte, il faut tenir compte de toute la question de la sûreté alimentaire, du développement du secteur informel comme marché d'approvisionnement alimentaire dans nos villes, mais aussi de cette industrie d'alimentation des rues, comme on l'appelle, qui porte un certain nombre de risques et amener les normes de qualité à ces niveaux-là. Les recommandations que nous prenons, nous comme CEA, de cette session, c'est d'abord raffermir notre collaboration avec ARSO, parce qu'il a été souligné la nécessité de la coopération pour la norme, afin que nous puissions apprendre des champions en termes de production et de qualité, mais aussi que les pays qui sont moins avancés puissent apprendre d'autres. Les pays de l'Afrique centrale, essentiellement, devront apprendre des pays comme le Kenya, comme l'Ouganda, qui ont un profil assez avancé sur la question de la qualité. Et donc nous, c'est le partenariat fort avec ARSO pour permettre à nos pays de pouvoir avoir la possibilité de coopérer sur tout ça. La question du financement de la qualité.
Voici une autre question sur laquelle il faut aller réfléchir pour avoir des réponses innovantes, permettre à nos PME, à nos entreprises, d'avoir accès à cette qualité. Et en fin de compte, la domestication de tous les débats sur la norme, pour que nous ne puissions pas être consommateurs des normes des autres, des normes de nos clients, mais que nous puissions avoir des normes pour des produits qui sont les nôtres, des normes destinées à nos marchés, qui enregistrent de plus en plus une classe moyenne, qui demande aussi des produits de qualité et de qualité certifiés. Pour les PME, il est clair, comme je l'ai dit, au Cameroun, nous sommes en train de parler de 97% du tissu d'entreprise, les PME. Et le Cameroun n'est pas une exception. Si vous allez en RDC, c'est la même chose. Si vous allez en Centrafrique, vous allez trouver que c'est la même chose. Nos entreprises sont essentiellement de petite taille et de très petite taille. Pour avoir accès à la norme, comme je dis, on dit la norme coûte cher, la qualité coûte cher. Il va falloir travailler d'abord avec les associations de ces entrepreneurs pour que les économies, la taille et l'échelle puissent permettre de réduire le coût moyen d'accès à la norme de qualité. Première chose. Deuxième chose, c'est les sensibiliser. Leur dire que, évidemment, la qualité a un coût, mais l'absence de qualité peut coûter plus cher. Non seulement pour les consommateurs, mais pour eux-mêmes. On l'a dit, la sanction est claire, c'est l'accès au marché qui est dénié à ces entreprises-là. Il faut donc les sensibiliser sur cette problématique de qualité. Troisième élément, c'est tout ce que nous disons en Afrique centrale sur le rôle des écosystèmes comme les zones économiques spéciales, qui devront être des terrains de jeu où les entreprises ont la chance d'avoir accès et de renforcer les capacités pour améliorer la norme de qualité et la certifier. Et donc, toutes les politiques industrielles devront avoir une dimension très importante liée à la norme de qualité. Déjà, ayant élaboré le plan d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, la CEA a mis l'emphase très importante sur ces questions de qualité et des normes de qualité. Et au niveau des États, nous encourageons les États à investir davantage sur les questions de qualité comme partie intégrante des écosystèmes d'industrialisation. Et voilà qui met donc un terme à cette édition d'Afro-Business. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Vous pouvez également nous suivre sur le bouquet, le numéro 792 du bouquet Start Time. À très vite.